Donc je vous présente Marc Loix, dont j'ai fait la connaissance grâce à Franchon, à Paris à l'époque, où je bossais un peu dans l'édition, et j'avais été pour le coup saisi par le bouquin qu'il avait sorti à l'époque chez Alpha, c'est 2010, c'est ça celui-là? Oui. Où pour la première fois, effectivement, ça m'a fait du bien après mes études de Sciences Po, où j'avais été ravagé par la stupidité, l'ignorance et les mensonges qui servent de base à la production intellectuelle et éditoriale française. Et là, il y avait un ouvrage de quelqu'un du Sérail, donc du cœur de la bête, c'est-à-dire la Commission européenne, puisque Marc a travaillé aux côtés de Jacques Delors, quand il présidait la Commission européenne qui est l'organe exécutif de l'Union européenne, c'est-à-dire là où se prennent les décisions. Et la politique, comme à Sciences Po, ils ne nous le disent pas non plus, mais encore une fois, se spécifie par la prise de décision. On prend une décision, c'est un acte politique. Ce n'est que ça. Et là, bon, ben voilà, le mec sort du sérail, hein, du cœur, du centre, où tout se décide, et il sort un truc que moi j'aurais pu effectivement signer. Hein. C'est effectivement, les clivages sont dépassés, clivage droite-gauche, il n'y en a plus, l'économie solidaire, c'est pas le communisme, c'est pas le capitalisme, mais c'est un capitalisme à la templière, par exemple, ou une économie à la Qatar, hein, par exemple, ça, il a fait des liens qui... Bref, au niveau de la religiosité, de la foi et des valeurs, il avait aussi fait les bascules qui vont bien. L'expression même de créatif culturel qui a fait Flores, c'est vous qui en êtes à l'origine à l'époque. Bref, donc il m'a ouvert des pistes qui m'ont vraiment fait du bien, qui demandent d'être encore, à mon avis, un peu approfondies pour certains aspects. Il y a 2-3 choses que je maîtrise encore assez mal, puis qui feront l'objet d'autres développements. Mais enfin, là, on a comme une base pour envisager l'avenir sans avoir à se frapper, du moins jusqu'à un terme un peu extrême, l'hypothèse d'un crack et d'une rupture violente pour nous contraindre à passer à autre chose. L'idée, c'est qu'effectivement, la transition, l'évolution, révolution actuelle peut se passer de manière douce, progressive, et sans trop de pertes, en fait. Voilà, c'est ça qui m'a frappé. Valeurs, vision, économie, politique, religion, voilà. Donc c'est lui qui va nous présenter une mise à jour de cet ouvrage, à la lumière de tout ce qui a été dit du reste depuis ces 5 derniers jours. Voilà, merci Marc. Merci. Alors, je vais d'abord parler de mes 3 vies, pour me présenter, pour continuer la présentation excellente commencée par Alexandre. Et puis, je vous parlerai du changement de civilisation en 5 niveaux. Et puis, je vous parlerai d'une nouvelle renaissance. En quelles conditions? Comment peut-on en parler? 3, je parlerai rapidement de l'ère du Verseau. Et 4, je vous dirai quelques éléments de mon nouveau livre qui parle du chemin de l'être au-delà des religions. Et j'espère me terminer dans 1 heure pour qu'on puisse avoir des questions-réponses. Donc je ne vais pas tout dire, mais on peut approfondir. Donc j'ai eu 3 vies. J'ai d'abord été prêtre catholique. Je suis docteur en théologie grecque et russe de Rome, donc en italien. C'est pour ça que je connais l'italien aussi. Et puis je me suis marié. Donc j'ai dû trouver un autre job. Et je me suis retrouvé au sommet de la commission par hasard, à la cellule de prospective que créait Jacques Delors à ce moment-là. J'étais chargé de tous les soft matters, c'est-à-dire les religions, la philosophie, l'éthique, l'histoire, la sociologie, etc. Et je vous raconte une seule histoire, mais qui est très importante pour tout ce qu'on va dire. Nous sommes en 92, 92. On vient de faire Maastricht. On a lancé la monnaie unique. Et Delors nous dit faites-moi une étude sur l'économie européenne en 2040. Bon, d'abord on se gratte la tête.
Et puis on se met en réseau avec une centaine d'économistes mondiaux. Et on fait un livre, ça s'appelle un livre blanc, sur l'économie future de l'Europe. Je vous donne une seule idée de ce livre. Il disait, l'Europe a été agricole, elle n'est plus agricole, mais il y a encore des agriculteurs, 4%. L'Europe est industrielle, elle va être probablement post-industrielle. Nous sommes en train de préparer ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas empêcher les entrepreneurs qui peuvent le faire de mettre 10 000 robots à la place de 5 000 ouvriers. Et donc les jobs industriels vont descendre, comme on voit évidemment maintenant, mais nous l'avons dit il y a 25 ans. Et troisième chose, nous allons vers une économie immatérielle qui est un nouveau paradigme économique parce que ça fonctionne complètement autrement. Et Jacques Delors, tout fier, décembre 93, Conseil des chefs d'État, leur donne le livre Catastrophe. Les chefs d'État disent « Thank you very much, Mr. Delors ». Merci beaucoup, Monsieur Delors. J'ai compris après, il m'a fallu du temps. Au fond, c'était un échec. Un échec retentissant, mais silencieux. Personne n'a dit qu'on s'était trompé. On a essayé de changer de civilisation par le haut. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Mettons qu'Alexandre soit chef d'État. Bientôt, ça va venir. Oui, mais mettons qu'il est chef d'État dans le système actuel et qu'il dit, si vous votez pour moi, on va changer de paradigme et de civilisation. Est-ce que vous croyez qu'il aura beaucoup de voix? C'est ça le problème. Et donc les politiciens comprennent qu'ils ne parviendront pas à vendre le changement de paradigme économique, de civilisation. Ils ne parviendront pas. Et donc ils ont décidé, plus jamais de gens intelligents à Bruxelles, on veut des nains de jardin. Et c'est ce qui s'est passé. Et je les comprends, je ne dis pas que je les approuve. Mais le système est incapable de se réformer par le haut. C'est ça que j'ai compris. Et donc, le mouvement vient d'en bas. La transformation de civilisation, ça vient, et alors on a trouvé, j'en dirai un mot après, mais on a mesuré ce changement de civilisation, on est parvenu à le faire, et c'est passionnant. Il y a 2 milliards de gens qui sont en train de changer de valeur en silence dans le monde entier. Waouh! Ça, c'est le changement. Bien. Alors, si vous avez compris ça, le changement, il commence tout en bas. On va commencer par une mauvaise nouvelle. Notre civilisation industrielle actuelle a inventé 2 possibilités de suicide collectif. La guerre nucléaire. Attends, tout le monde sait. On avait 34 fois assez pour faire sauter la Terre, maintenant on n'a plus que 17 fois. 17 fois. Assez de bombes pour faire sauter la Terre. 17 fois. C'est fou. Et 2, nous avons inventé un système économique qui prône la croissance infinie dans un monde fini. C'est complètement suicidaire. Alors il y a une très bonne nouvelle. Je suis désolé d'être positif. La bonne nouvelle, c'est que le citoyen, qu'il soit chinois, qu'il soit américain, qu'il soit européen, qui ne veut pas d'une terre démolie pour ses enfants et petits-enfants. Le citoyen dit non à ces valeurs de mort. Et donc il y a une reconstruction des valeurs à partir du ventre de chacun. Une civilisation ne change pas par la technologie. La technologie est un outil. Une civilisation change par les valeurs de base.
Alors, je vous cite la seule citation que je vais lire. C'est un génie qui était à l'Institute of Noetic Sciences, fondé par le type, l'astrologue... Edgar Mitchell. Voilà. Et qui était avant au Stanford Research Institute, qui est le numéro 1 de recherche à la Silicon Valley. Et il disait ça il y a 25 ans. Nous vivons un des changements les plus fondamentaux de l'histoire, la transformation du système de croyance, du système de valeurs de la société occidentale, je dirais mondiale. Aucune puissance politique, aucune puissance économique, aucune puissance militaire ne peut se comparer à la puissance d'un changement au niveau de notre mind, esprit et âme, parce que chez les Américains, mind c'est plus qu'esprit. En changeant délibérément leur image de la réalité, les hommes sont en train de changer de civilisation, évidemment. Donc, ce qui est important de comprendre, si vous ne retenez qu'une idée, retenez celle-ci. Le changement de civilisation, ce n'est pas vous qui le produisez. Ce n'est pas moi qui le produis, ce n'est pas Alexandre qui le produit. It happens, c'est là. Ça change. C'est nous qui devons nous ajuster à ce changement qui est là. Ça, c'est très important. Bon. Alors, les créateurs de culture. Donc, bon, j'étais en Californie, je vous raconte une petite histoire. J'étais en Californie en 1996 et Willis Harman me dit You should meet, tu dois rencontrer Paul Rée. Et Paul Rée a appliqué des méthodes d'analyse de marché à la machine électorale américaine. Et il s'est rendu compte qu'il y a les démocrates, les républicains, et puis juste 25% qui ne votent pas. Ils ne votent pas. Les non-voters, c'est un gros morceau. Et qu'est-ce que ces gens-là pensent? Eh bien, il s'est rendu compte que les gens qui se détachent du politique actuel sont des gens qui s'occupent d'homéopathie, des autres cultures, sont des gens qui se responsabilisent de plus en plus par rapport à l'environnement, qui redécouvrent l'importance de l'implication locale, de la famille, du neighborhood, de la communauté, et aussi de la transformation personnelle que certains appellent spirituelle. D'autres on appelle maçonnique. Bon, on s'en fout. On s'en fout des titres. Il y a 25 ans, ils étaient 25%. Maintenant, aux États-Unis, ils sont 35. 35. Et donc, on approche du 100e singe. Vous connaissez l'histoire du 100e singe. Donc, on apprend au singe à tremper les patates dans la mer. Et puis, tout d'un coup, quand le 100e singe a appris à nettoyer ses patates, dans tout le Pacifique, dans toutes les îles, les singes de la même race pèlent les patates. Et donc, les 60% qui voient ces 35% se transformer et augmenter, ils font quoi? Ils votent pour Trump. Mais oui, parce qu'ils ont peur, ils ne comprennent pas. Ils votent pour Le Pen. Parce qu'ils ne comprennent pas, personne ne leur explique. Donc, ce changement de civilisation, d'abord, ce n'est pas nous qui le faisons, mais ça passe à travers nous. Ça passe à travers nos tripes, ça passe à travers notre inconscient collectif, notre subconscient, et c'est puissant. Et dans ce groupe, partout, 66% sont des femmes. Regardez ici, la proportion de femmes, c'est à peu près ça. Il y a des hommes, il y a des hommes, évidemment. Il y a des hommes, il y a des hommes. Nous sommes là. Attends, mais plutôt minoritaire par rapport aux femmes. Dans les entreprises, même chose. Bon, le film demain,
Mais c'est exactement ça, c'est la description de la civilisation qui est en train de se préparer. Bon. Alors, on revient. Évidemment, le deuxième niveau, c'est que ça fait péter le patriarcat. Désolé pour les patriarcats, mais ça fait péter. Pourquoi? Mais le patriarcat, c'est les valeurs de commande, contrôle et conquête. Ça nous permet d'aller sur la Lune. Very good. Ça nous permet de faire des conquêtes technologiques excellentes. Donc, tout n'est pas mauvais dans le patriarcat. Ça nous a permis certaines choses. Mais ça a foutu notre vie affective d'hommes et de femmes plutôt en l'air. Donc, le prix à payer. Et surtout, les valeurs patriarcales ne nous permettent pas d'être la base de la nouvelle civilisation. Donc, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il faut ajouter des valeurs de connexion, d'amour, de solidarité, mais évidemment. Et donc, le tank du patriarcat continue à écraser quelques millions de femmes par jour. Bon. La bonne nouvelle, c'est que le moteur a dératé. Si moi je dis à Antenne 2 demain matin, évidemment les femmes sont inférieures aux hommes, ça ne passe plus. Ça ne veut pas dire que tous les salaires des femmes sont égaux pour le même travail au salaire des hommes dans l'Union européenne, même en Suède, même au Danemark, même en Finlande. There is a problem. Il y a des normes européennes que personne n'applique. Bon, donc le temps continue, hein, mais la justification est cassée. Bon, ça nous oblige aussi à apprendre, et c'est ce qu'on a bien vu toute cette semaine-ci. Juliana Conforto nous dit il y a 3 gros freins au changement, c'est les religions, la science et la finance. Mais la science, c'est toutes nos universités. Nos universités devraient nous aider à penser le changement. Elles font le contraire. Et pour finir, c'est une partie du business qui est un des seuls endroits où ça réfléchit un peu en profondeur. Moi, j'ai travaillé pour APM, il y a toutes sortes de clubs d'entrepreneurs qui correspondent à 10-15%, mais les universités, rien. À part quelques professeurs, mais qui sont cachés dans les bouches, dans les petits bois, dans les sous-bois. Bon. La transmodernité, la bonne nouvelle, c'est que c'est le retour du sens et de l'éthique. Donc c'est une vision de la science qui intègre, une vision de la connaissance qui intègre l'éthique et le sens. C'est vers ça qu'on va. Alors, je m'excuse d'être positif, mais il y a des tas de défauts. Hein. L'Europe a des tas de défauts, et depuis Delors avait prévu une Europe de centre-gauche qui change de paradigme, et on a fait juste le contraire. Europe ultralibérale contre le citoyen et pour les multinationales. C'est le contraire de ce que Delors avait proposé. Bon, on comprend que les citoyens ne sont pas contents. Moi, je le comprends tout à fait. Mais il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain est sale, d'accord. Mais un des enjeux du XXIe siècle sera l'évaluation éthique de l'économie, de l'intelligence artificielle et du mode de développement mondial. Cette discussion éthique, vous croyez qu'elle se passera en Chine? Vous croyez qu'elle se passera en Russie? Vous croyez qu'elle se passera en Afrique? Il n'y a pas d'autre endroit que ici. On doit se préparer. Parce que l'Europe est quand même le moins mauvais endroit pour un débat éthique.
la France, dans l'Europe, évidemment, doit jouer son rôle. Donc, on doit se préparer, pas à une Europe forte qui domine les marchés. On s'en fout. À la limite, on s'en fout. Mais une Europe. On ne va pas parvenir à dépasser les GAFA. Oublie. Mais une Europe. Regardez, l'Europe vient de faire une norme pour les droits de propriété intellectuelle. Le monde entier applique les normes européennes. You like it or not, c'est comme ça. Et donc moi, je sens que c'est en Europe qu'on doit se préparer à un débat éthique de qualité sur l'intelligence artificielle, sur l'économie, sur le modèle de développement européen, mondial. Donc c'est ça le nouveau rôle de l'Europe. Très probablement que la pyramide bruxelloise, va se dissoudre d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Probablement que nos relations avec la Russie vont devoir être repensées totalement. On ne sait pas. Mais l'existence de l'Europe comme un pôle de paix, un pôle où les droits de l'homme sont quand même moins mal respectés que dans d'autres parties du monde. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup moins mal qu'en Chine, qu'en Russie, qu'en Asie, qu'ailleurs, en Afrique. Et donc ce pôle-là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, maintenant, on va parler un tout petit peu d'économie. Bon, je dois aller plus vite. Alors, je vais pas utiliser de dia, je vais simplement vous expliquer ceci. L'économie agricole. L'économie, c'est produire de la valeur pour manger. Alors, je suis dans l'économie agricole, j'ai besoin d'un champ, j'ai besoin de semences et de technologies agricoles que possédaient les moines au Moyen Âge. Ils avaient le terrain, ils avaient la technologie agricole. Bon. Je sème 100 kilos, je récolte 1000 et je vais vendre 700 au marché. Je produis de la valeur ajoutée. L'économie industrielle, j'ai un bloc d'acier, je crée une usine qui coûte 100 millions de dollars, j'ai besoin de la bourse. Je crée la bourse. Et puis, je fabrique une Renault 32 000 euros. Donc, je suis passé de 1000 à 32 000. J'ai créé de la valeur ajoutée industrielle. Bon. C'est très matériel. Il y a des blocs d'acier. L'économie industrielle. Je suis M. Zuckerberger. J'ai une idée. Je l'applique à une autre idée, qui est une connaissance du web. Et je crée une troisième idée, qui est Facebook, une communauté virtuelle mondiale, qui maintenant recouvre 2 milliards de gens. Attends. Mais, il n'y a plus de matière. Comment est-ce que je vais mesurer ça? Alors tu demandes aux gens les policy analystes de Londres qui font les cotations, et ils disent... Nous disons « there is a potential in the future ». Il y a un potentiel dans le futur. Et donc, avec notre nez, nous mettons un prix. Tandis que dans l'économie industrielle, on ajoute les briques. Vous vendez une entreprise, vous prenez les stocks, vous prenez les dettes, vous prenez les avoirs en banque, vous prenez les bâtiments et crac, vous savez la valeur de l'entreprise. Ici, on est dans le qualitatif. Et donc, on peut se tromper. 1. 2, on ne peut plus trade. Si vous vendez une Renault, je vous vends une Renault, vous n'avez plus votre argent et moi, j'ai plus la Renault. On ne sait pas voir le beurre et l'argent du beurre. Bon, eh bien, dans l'économie matérielle, oui. Parce que la connaissance que je vous partage, je la garde. Donc, on arrive dans une économie du partage. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, évidemment.
C'est ça que nous avions annoncé au chef d'État il y a 30 ans. Tout se passe, tout ce qu'on a dit, mais c'est en train d'arriver. Sauf que le politique a été incapable de le gérer. Et il y a une dernière bonne nouvelle, excellente nouvelle. Je suis désolé. C'est que l'économie matérielle cesse la croissance quantitative. Si vous tapez sur le web « économie matérielle », vous avez 1 million de résultats. Vous demandez à M. Google d'aller chercher les meilleurs. Qualitative selection, sélection qualitative. La quantité, on s'en fout. Tandis que dans l'industrie, la quantité, c'était important. Avoir 300 Renault ou 400 Renault, ça fait une grosse différence. Tout est axé sur la quantité. Ici, tout est axé sur la qualité. Ça veut dire que la croissance, oui, elle est là, mais c'est une croissance qualitative. Et la bonne nouvelle, c'est que la croissance qualitative est parfaitement compatible avec un respect total de l'environnement. Désolé, mais c'est évident, mais on ne le dit pas. Personne n'ose le dire. Et donc, les entreprises qui ont compris sont des entreprises qui vont vers la croissance qualitative, du bien-être du personnel, du bien-être des investisseurs, du bien-être des syndicats, du bien-être de l'environnement. Ah. Il y a des livres qui viennent de sortir à Harvard là-dessus. Il y a des tas de gens en Europe qui en parlent aussi. C'est passionnant. Nous changeons de paradigme économique dans un silence parfait. Et ce nouveau paradigme économique est immatériel, je n'ai pas dit spirituel, mais il est plus raffinato, c'est plus fin, c'est potentiellement beaucoup plus subtil et c'est un paradigme qui a moyen d'adapter à un monde solidaire, soutenable, à la nouvelle civilisation. Mais on est bête, on le fait circuler comme font les GAFA, Google, Apple, Facebook, etc. On le fait circuler dans la vieille logique. Donc ils font du fric, mais ils ne font pas sens. Ils font du fric, mais bon. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. La fin du patriarcat, c'est aussi la découverte que nous avons créée depuis 4-5 000 ans, depuis avant Platon, une civilisation où le sacré féminin, persécuté, torturé, supprimé. On ne peut pas construire une nouvelle civilisation sans le sacré masculin et le sacré féminin. Mais on va pousser la pédale du sacré féminin parce qu'il n'y en a pas depuis 4000 ans. Or, voilà la gestion du matrilinéaire au patriarcal, et maintenant, nous sommes déjà dans la phase suivante. On passe du patriarcat au féminin sacré, en symbiose avec le masculin sacré. Ce n'est pas encore marqué, parce qu'on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, les femmes qui sont dans leur nouvelle puissance de féminin sacré, on en a vu ici, sont capables de guérir individuellement et collectivement la civilisation. Le féminin sacré est plus proche du divin. Est plus proche du divin. Et donc le masculin sacré est furieux pendant 4000 ans. Ça ne veut pas dire que le masculin sacré soit de là. Je n'ai pas dit ça. Le masculin sacré, c'est le masculin vertical. La cathédrale d'Amiens. Waouh! Mais le féminin sacré, c'est la reconnexion avec le dessus, la reconnexion avec le dessus, avec la terre, avec le cosmos, avec les énergies spirituelles.
Bon. Ça, j'ai fini. Alors, si vous lisez un livre d'économie, lisez ça. Une jeune économiste qui s'est permis de mettre en question les axiomes de l'économie qui disent que tous les gens sont égoïstes et que la somme des égoïsmes de tout le monde fait la main invisible, le marché. Bon, c'est la première page de tous les livres d'économie du monde. Elle a dit, tiens, mais si on changeait les axiomes de base? C'est pas idiot. Lisez. Alors, pourquoi parle-t-on d'une renaissance? La Renaissance, il y a 4 siècles, c'était un changement de vision et un changement d'outil. Changement de vision, c'est Copernic qui dit « mais non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ». Bon, c'était un changement de vision. Et un changement d'outil, Gutenberg, qui imprime la Bible. Mais c'était une révolution. Vous savez qu'une Bible ne pouvait... Il n'y a que les tout riches dans les châteaux qui pouvaient se permettre d'acheter une Bible. Et une Bible copiée, c'était 10 ans de travail d'un moine dans un monastère. Mais ça coûte cher. Et donc, impossible pour le peuple d'avoir accès à la Bible. D'ailleurs, l'Église catholique avait mis la Bible à l'index. Et donc, Gutenberg arrive et imprime la Bible. Aujourd'hui, quel est le changement de vision? Alors là, restez bien assis sur votre chaise. On change de métaphysique. Donc, toute notre université actuelle est matérialiste. Elle dit il n'existe que la matière. Et la nouvelle métaphysique, qui vient de la physique quantique, dit mais non, c'est la conscience qui fait exister la matière. La matière, c'est de la conscience refroidie, comprimée. On l'a encore entendu hier. Et ça, évidemment, si vous dites ça à la Sorbonne, on vous met pas sur le bûcher, mais vous êtes exclu. Tellement c'est différent. Donc, la conscience catalyse la matière et le nouvel outil, c'est le web open source qui permet, je ne dis pas que j'aime bien Facebook, mais c'est quand même un phénomène sociologique incroyable de mettre en réseau 2 milliards de gens. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est un fait. Personne jusqu'ici n'est parvenu à mettre en réseau 2 milliards de gens, et c'est peut-être 3 milliards dans 5 ans. Ou bien ce sera Instagram, enfin, parce que maintenant les jeunes ont dit que Facebook c'est déjà... c'est vieux paradigme, on va sur Instagram. Bon, Instagram, on verra bien. Alors, il faut ajouter ceci. Il y a une dimension spirituelle au changement de civilisation. Il y a 2 personnes que je connais, il y en a peut-être d'autres. Teilhard de Chardin, ce vieux jésuite visionnaire, mais génial, et poète, et visionnaire, a dit « Au début du XXe siècle, l'humanité sera confrontée à des problèmes complexes et insolubles, reliés entre eux. La démographie, le changement climatique, les finances mondiales, le chômage mondial, l'inégalité des revenus des gens, l'appauvrissement de la grande partie de la population, et. Pour résoudre ces problèmes, il y aura une élévation du niveau de conscience et entrer dans la noosphère. La noosphère, c'est quoi? Elle est animée par une puissante énergie d'amour christique. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, vous dites d'amour. Si vous êtes chrétien, vous dites christique. Bon, on s'en fout. Mais, ce qui est important, c'est que probablement,
c'est mon impression, nous sommes déjà dans la noosphère. Notre niveau de conscience a monté. Je vous prends un exemple. Le Club de Rome, quand moi j'étais jeune, a publié un livre qui s'appelait « Halte à la croissance ». On a dit « mais ils sont complètement fous ». Maintenant, 50 ans après, c'était 74. 50 ans après, tout le monde se dit « oui, il y a un problème ». Notre niveau de conscience a monté. Et parce que notre niveau de conscience monte, nous sommes d'autant plus furieux. Notre colère est à la dimension de notre élévation au niveau de conscience. Alors, il y a aussi une histoire. Donc, nous sommes en 1606. Nous sommes à Louvain. Justus Lipsius est le recteur de l'université catholique de Louvain. Il dit « omnia cadunt », ça veut dire « tout s'écroule » en latin. C'est un chronogramme, c'est-à-dire que « omnia cadunt », quand tu prends les lettres et que tu fais un chiffre romain, ça fait 1606. Bon, petit détail de... La rue qui borde le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est la rue Justus Lipsius. Et donc, au Conseil des ministres de l'Europe, le symbole, c'est le type qui n'a rien compris. Moi, je trouve ça merveilleux. Pourquoi ? Il a compris, il n'a rien compris. Il a compris que l'université médiévale, qui parlait latin, où tout le monde était en soutane, où les femmes étaient exclues, évidemment, et on ne parlait que de théologie, était une merveille. Tu passais de Napoli à Rome, et puis à Paris, et puis à Berlin, et puis à Copenhague, et tu parlais latin, et tu parlais de théologie. Et c'était le même discours, c'était l'universitas. C'est extraordinaire. Et cette universitas s'écroule. Pourquoi ? Parce qu'il y a des oseaux qui osent créer des écoles qui s'appellent humanistes, où on n'a pas de soutane, où on parle la lingua vulgaris, vulgaire, le français, l'allemand, l'anglais, et on parle de choses humaines, d'humanisme. Ces oiseaux-là font craquer l'ancien système. Donc toute renaissance suppose omnia cadunt. Et, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le FMI nous dit qu'il n'est pas impossible que nous allions vers un crash 5, 10 à 100 fois plus fort que celui de 2018. 2008. De 2008, pardon. Bon, excusez-moi. Et le vice-président de la Bourse de New York, M. Hugeux, vient d'écrire un livre dont l'a préfacé par le président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet. Donc, ce n'est pas des oiseaux derrière le coin. Et le titre du livre, c'est « La descente aux enfers de la finance mondiale ». Donc, on va peut-être vers un « tout s'écroule » partiel. Les collapsologues, Pablo Seving, etc., ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas tort parce qu'il y a une partie de notre économie industrielle qui va s'écrouler. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais la Renaissance est derrière. La Renaissance est derrière, tout est là. Mais on ne verra la Renaissance que s'il y a des blocs qui s'écroulent. Bon. La Renaissance politique, je vous raconte juste une histoire. Ce qui nous tue, actuellement, c'est les politiciens depuis 20 ans jusqu'à 85 ans, qui terminent au Parlement européen avec un très bon salaire. Bon. Je suis à Florence et je parle avec la vice-présidente de la région, qui me dit, voilà, moi je suis une chef d'entreprise, j'ai une entreprise de lustre. Mais le président m'a demandé de consacrer 4 ans de ma vie, donc j'ai dû, sur mon salaire que je reçois ici, qui n'est pas suffisant, j'ai dû engager une autre directrice, un autre directeur pour mon entreprise. Et donc je perds de l'argent tous les jours.
mais je consacre 4 ans de ma vie et je consacre mon savoir-faire à travailler pour le bien commun de la région. Évidemment, elle est à l'abri de toute manipulation d'argent, de corruption, ça ne l'intéresse pas. Elle ne désire pas être élue. Elle n'a pas besoin d'être élue, elle ne veut même pas être élue. Donc elle travaille pour le bien commun. Nous pouvons très bien, et c'est de ce genre de politiciens-là qu'on aura besoin. Et c'est là. Il y a des tas de gens compétents dans des tas de domaines qui savent très bien travailler pour le bien commun et qui peuvent donner 4 ans, 8 ans de leur vie à travailler pour le bien commun. Donc, ce n'est pas impossible. Le changement vient des citoyens. En agriculture, on sait ce qu'il faut faire. En éducation, on sait ce qu'il faut faire. En économie, on sait ce qu'il faut faire. En monnaie alternative, tout ça, on sait. Voilà, dans le business, il y a par exemple ce livre-là qui est merveilleux, qui dit, voilà, l'entreprise doit enchanter les gens. C'est passionnant. Alors, l'ère du Verseau, c'est dans le titre. L'ère du Verseau a été annoncée par la jeunesse en 68, il y a exactement 50 ans. Et maintenant, il a fallu 50 ans pour que des milliards de citoyens se mettent en marche. Donc, ça a été un petit groupe qui a annoncé, et puis, tout s'est arrêté, et puis ça a mûri. Et maintenant, c'est le gros de la troupe. Selon les statistiques, plus ou moins, on estime à 1 milliard, si vous comptez 250 millions de Chinois, parce que, bon, si vous comptez un tiers du bloc musulman qui est aussi dans ce mouvement, si vous comptez une partie de l'Afrique, etc., vous arrivez à 1 milliard, 1,5 milliard, peut-être 2 milliards de gens qui sont déjà en train, maintenant, c'est le gros de la troupe qui commence, et qui fait peur aux autres qui votent Trump. Ou en Indonésie, qui votent pour ce fou, là, bon, en Pologne, etc. C'est maintenant. Alors, maintenant, mon prochain livre, c'est ça. Et au fond, ce livre je me suis rendu compte, comme théologien, je connais bien l'Église catholique, je connais bien les autres églises, je connais bien les religions. On ne nous a pas parlé de ça. Qui est-ce qui parle, par exemple, du chemin de l'être? Oh, toute l'Asie, l'hindouisme, le bouddhisme, à leur manière, parfois mélangés. Mais Socrate et Platon, ils disent, le sens de la vie, c'est quoi? C'est d'arrêter de regarder les ombres au fond de la caverne et de monter en allant vers la lumière de l'être. Être qui prend la forme d'abord de la beauté, et puis du bien, et puis du vrai. Wow. On l'a tué, Socrate, parce qu'il nuisait à la religion hellénique. Dans les 4 accusations, il y en a 3 sur la religion hellénique. Il y a donc un chemin. Au-delà des religions, vous pouvez être athée, vous pouvez être catholique, vous pouvez être musulman, vous pouvez être bouddhiste. Un chemin de l'être, un chemin. Il n'y a qu'un truc. Le truc majeur, c'est de consacrer du temps à l'intériorité. Pas besoin de faire du yoga pendant 10 ans, mais le yoga, c'est pour vous apprendre à respirer. Donc il faut impliquer le corps aussi, apprendre à respirer par le bas. Ce n'est pas si compliqué, mais il faut mettre l'intention. Il faut mettre l'intention. Pour moi, la méditation, c'est devenu
mettre le courant dans l'ordinateur, me connecter à mon être profond. Comment? Moi, je ne sais pas trop. Je suis distrait, on s'en fout. On n'est pas un moine bouddhiste. Le moine bouddhiste parvient, après 30 ans de pratique, à se concentrer parfaitement. Pas besoin. Vous êtes distrait, laissez votre mental, mais connectez-vous à l'être. Wow. Et la vie change. Je m'arrête ici parce que je pourrais continuer. Voilà. S'il y a des questions. Merci Marc. En fait, c'est pas vraiment une question, je veux juste avancer comme ça, en toute modestie, mon point de vue. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens qui ont compris et qui prennent conscience, et bien évidemment, et bien heureusement, vu toutes les nouvelles qu'on a de la catastrophe qui nous attend d'ici peu. Mais pour moi, personnellement, la majorité des humains reste quand même, parce que bon, j'ai eu à en fréquenter, notamment sur les ronds-points, reste quand même une majorité de gens qui suivent ce que le système prescrit, donc la télé, le football, etc. Et ce sont des gens qui vont acheter Coca-Cola et qui vont aller au McDo. Oui. Et moi, la majorité des gens, à part ici où on est dans des lieux préservés avec des gens qui ont compris, qui sont dans une recherche spirituelle et tout, pour moi, la majorité de la masse ne va pas du tout vers l'écologie, mais va là où le système dominant leur demande d'aller. C'est-à-dire vont là où la télé, les radios... La réponse est très simple. La majorité des singes ne pèlent pas les patates. Mais une fois que le centième apprend à peler les patates, tout le reste suit. Nous ne sommes pas loin du centième. Vous avez raison, 60% des gens ne sont pas du tout dans le mouvement, mais 35%, c'est énorme, énorme, énorme. Et ça peut basculer tout d'un coup. Ça pourrait. Moi, je reste sceptique, mais... Oui, mais vous savez, personne ne sait. Je ne dis pas que j'ai raison, on n'en sait rien. On ne connaît pas le futur. En tout cas, à nous de faire au mieux à chaque moment Voilà. de notre vie. Et puis voilà. Ben voilà, c'est tout. Une autre question? Oui, mais le micro. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu rapide, mais par rapport à la Russie, dont parle par évocation de temps en temps Alexandre, je voudrais que tu nous dises comment tu vois la Russie et l'Europe. Parce qu'au niveau de la Russie fait partie du rayon 5 et elle fait partie des pays du Verseau. Est-ce que tu penses que l'Europe, à un moment, devrait se réunir avec au moins une partie de la Russie? Comment, tu vois, ça t'a pas l'impression que les Américains ont essayé une mainmise, mais que d'une certaine manière, ça serait plutôt avec la Russie qu'il faudrait que l'Europe s'allie? D'abord, je n'en sais rien, mais je crois. Je crois aussi que Poutine est venu en 2013 ou 2015, il n'y a pas longtemps, proposer une négociation d'éventuelle fusion entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. C'était pas bête. On ne l'a pas laissé terminer sa phrase, qu'on a commencé à l'insulter, et il est parti. Deuxième chose, deuxième élément, donc, et ça c'est à cause, c'est pas le gouvernement américain, mais un certain type de lobby américain qui ont poussé la Commission et le Parlement à vraiment insulter Poutine. Est-ce que c'était malin? Je ne crois pas. Deux, le système de défense russe, je ne dis pas que Poutine est un ange gardien, je n'ai pas dit ça, hein. Le système de défense russe coûte la moitié du système de défense américain, puis c'est une défense défensive. Ce qui
serait très intéressant pour nous. Nous n'avons pas besoin d'une défense offensive. Et 3, le président américain, Trump nous aide. Donald le canard. Trump nous aide en disant l'OTAN c'est shit, c'est de la bon, ça nous oblige, nous Européens, à se dire peut-être qu'il est temps, parce qu'au fond, ce qui est vrai dans ce que dit Trump, c'est réveillez-vous, messieurs les Européens, vous êtes riches, vous êtes prospères, vous êtes intelligents. Travaillez sur votre défense. Et je crois, moi j'ai été parler à Saab, qui n'est pas seulement une fabrique de voitures, mais qui est surtout une fabrique d'avions de chasse, etc. Et j'ai découvert des généraux qui ne sont pas dans l'OTAN, Suède, et qui sont complètement différents. Donc il y a différents paradigmes de défense dans l'Union européenne. On pourrait déjà aller voir, les Finlandais aussi, c'est un tout autre concept. Les Danois un peu différents aussi. Donc on peut commencer à réfléchir, et c'est tout ça qui va prendre du temps, évidemment. Il est évident aussi que si la France peut faire, pour le moment, elle est plutôt le frein moteur avec l'Allemagne, mais imaginez que par un miracle, la France dise « mais moi je mets mon parapluie nucléaire à la disposition de l'Europe, et on va tous payer, vous allez nous rembourser, bon. Et je donne mon siège aux Nations Unies à l'Europe. » Ce n'est pas demain, mais ça peut, on ne sait jamais. À ce moment-là, l'Allemagne devrait aussi faire des gros pas, comme par exemple dire on va faire des bons du Trésor européen. C'est fini, alors que la Grèce paye 18%, elle va payer 1% comme tout le monde. L'Italie aussi. Mais ça, les Allemands ne veulent pas cracher le morceau, les Français ne veulent pas cracher le morceau. Bon, mais tout ça est possible. Tu vois, quand on lit ton livre, si la France veut vraiment jouer un rôle mondial d'intermédiaire dans le changement de civilisation, ça c'est le genre de choses qu'on pourrait penser. Le jour où, évidemment, la défense française devient européenne, tout le monde va être obligé de penser yes, we must have a common defense. Où est-ce qu'il est, notre ministre européen de la Défense? Ça va amorcer la pompe pour. Donc c'est des choses comme ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne peut pas prévoir. Oui? Micro. Ce que tu viens de dire donne l'idée d'un changement par le haut. Ça, c'est sur la décision des politiques du haut pour la France de donner, etc., son siège, etc. Mais c'est juste. Que faudrait-il faire pour que l'Europe change par le bas? Alors, c'était la grande idée de Delors. Delors a dit en 93, 93, si nous ne parvenons pas à donner une âme à cette Europe, on ne pourra pas construire l'Europe politique. On ne l'a pas fait. L'Europe politique, c'est quoi? C'est tout simple. C'est le vote à majorité. Pour le moment, n'importe quel État membre, Luxembourg, peut dire non. Et il bloque tout. La Pologne peut dire non. La France peut dire non, l'Allemagne peut dire non, mais aussi des petits pays, Malta, minuscule, peut dire non. Tant que vous avez ça, vous n'avancez pas. Le vote à majorité, c'est aussi pouvoir mettre en minorité l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne, qui font chier pour différentes raisons les autres États membres. C'est ça le blocage.
vote à majorité. C'était ça. Mais pour ça, il faut une Europe politique et pour ça, il faut que le citoyen soit d'accord. Ça ne se fera pas sans le citoyen. C'est pour ça que je reviens aux citoyens. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, moi. Je ne sais pas du tout. Le Je la comment mets ne nous là. appartient pas. Ouais. Quoi? Le comment ne nous appartient pas, mais Non. c'est à nous de déterminer L'intention. vers quoi on veut aller. Hein. Voilà. Comment on boit des coups, on chante aussi, tu vois, ça marche aussi comme ça. Mais tout d'abord, est-ce qu'on se sent européen? Bah c'est qui on? On est un con. Hein. C'est nous tous, c'est toi aussi, c'est nous tous. Ben oui, moi je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Européen. Oui, Pose la question. c'est une très bonne question et c'est ça que Delors avait prévu. Donc, quand moi je travaillais à la Commission, l'Europe, les gens aimaient bien, les fonctionnaires, ils étaient heureux et fiers de construire l'Europe. Ça a changé à 180 degrés. Maintenant, les gens ne portent... Il n'y a plus aucune plaque Eure à Bruxelles parce qu'on fait des griffes sur les voitures. Tout le monde a des plaques belges ou françaises, etc. Il n'y a plus de plaque Eure. Donc les fonctionnaires avaient droit à une plaque Eure. Plus personne n'en a. Pour vous dire comme les choses ont changé. Donc on a plutôt été dans le sens inverse. Les gens détestent l'Europe. Les gens détestent la pyramide bruxelloise. Mais, il faut ajouter, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Moi, j'ai été plusieurs fois donner des cours sur des campus américains. Après, bon, souvent, tous les professeurs mangent ensemble, etc. Et vous déterminez, après 2 jours, qu'il y a 6 Européens et que les autres sont des Américains. Parce que, évidemment, l'Européen, qu'il soit polonais, bon, tout le monde parle anglais, évidemment, là-bas, mais la mentalité européenne, ça se voit, clac. C'est en allant à l'étranger qu'on se rend compte combien on a des choses en commun. On est un peu bête. Mais que ce soit un Allemand, un Français, un Belge, un Danois, on se rend compte que nous avons quelque chose en commun. Qu'il ne faut pas perdre. Et qui est une responsabilité mondiale. La guerre et la paix, hein. Quoi? La guerre et la paix, moi ça m'avait Mais oui. frappé quand j'avais découvert ton livre qu'effectivement il fallait bien quand même tout de même admettre, moi j'étais plutôt anti-européen pour les raisons que tu as décrites, mais simplement j'ai bloqué sur le fait que oui, depuis que cette Europe existe, il n'y a plus de guerre en Europe. Il n'y a plus de guerre en Europe. Et la seule guerre qui a eu lieu sur notre territoire européen, parce qu'il y a aussi effectivement une dimension d'appartenance à assumer, c'est que oui, nous sommes européens, donc voilà. La seule guerre qui a eu lieu sur notre territoire en Europe, c'est la guerre d'ex-Yougoslavie de 91 à 95, mais qui a été voulue et fabriquée par les Américains. La vengeance, Madeleine Albright à l'époque, la secrétaire d'État, enfin, qui était... Bref. Et puis ils voulaient essayer leurs nouvelles armes. Et puis des pays qui n'étaient pas membres effectivement de l'Union européenne. Enfin, donc à cette tragédie près, grâce à l'Europe, nous sommes en paix depuis 1945. Et puis je peux vous raconter une petite histoire qu'on ne connaît pas. Delors, juste avant l'explosion de la Yougoslavie, a réuni tous les chefs d'État des États yougoslaves sur l'île de Briouni, en secret. Et leur a dit, si vous êtes intéressés, si vous acceptez les droits de l'homme, et si les tanks serbes qui sont prêts là acceptent de ne pas faire la guerre, moi, je m'engage à vous faire entrer immédiatement dans l'Union européenne, l'ensemble de la Yougoslavie. Et la réponse a été, nous ne sommes pas intéressés. Malheureusement. Et Delors n'avait pas 2000 tanks pour bloquer les tanks serbes qui ont tout déclenché. Sur les conflits en Europe, je rajouterais qu'il ne faut pas oublier l'Ukraine. Ma question, c'est vous avez évoqué les 25 ou 35%, mais il faut aussi que ces 25 ou 35% se rencontrent, s'organisent, échangent.
peut-être dans un événement comme celui d'aujourd'hui. Quel est selon vous le meilleur moyen pour que ces 35% puissent s'organiser? Sous quelle forme? Faut-il que ce soit politique ou quelque chose de complètement nouveau? Ça, c'est la question à 1000 francs. À 1000 euros, on ne sait pas. On ne sait pas, mais je crois que ce qui est très important, c'est de dire ça existe. Oui, je ne sais pas. C'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. On se gratte la tête depuis 25 ans et on n'a pas trouvé de réponse. C'est expérimental. Oui. Moi, le peu de recul que j'ai par rapport à ça, c'est par rapport aux successeurs ou aux vétérans du reste du Larzac en 68. Ceux qui ont tenu le coup et qui sont encore dans les Cévennes ou sur le plateau en yourte ou quoi, c'est parce qu'ils avaient intégré une rupture, acté une rupture, mais encore une fois par rapport au mode, à la société, la civile et l'industrie, enfin c'était des écolos en fait, mais pur et dur. Et puis qui avait encore une fois, je parlais de dualité au début, mais qui avait réalisé des synthèses, qui avait résolu des dualités, qui avait transformé des dualités. Un exemple, pour te dire ça, c'est chez José Bové, là, il y a un repas l'été, je ne sais plus comment il s'appelle son village, Roc-Redon, ou Redon, bref, Redon c'est marrant. Ouais. Et il y avait un gars qui était là, donc un ancien de ceux qui avaient bloqué le camp militaire à l'époque, et qui disait que j'ai jamais pu saquer les militaires, c'est marrant, par contre j'adore leur mode de vie. Le mec est ultra antimilitariste, mais pourtant il adore comment vivent le mec. Donc encore une fois, il avait rien contre les militaires, puisqu'il adorait vivre comme eux, mais en revanche, ce pourquoi se battaient les militaires, lui ça il pouvait pas le supporter. Donc il y avait ces deux niveaux, et tu sentais que lui, du coup, au bout de 40 ans, si tu veux, de bourlingue, il était arrivé à ce constat-là, il l'a formulé spontanément, ça l'a étonné. Mais derrière, il y a beaucoup d'enjeux, tu vois, qui montrent que, bon, ben voilà, alors du moment où, encore une fois, c'est effectivement pourquoi on se bat. Le comment arrive après, mais une fois que tu as décidé pourquoi, c'est tout. Voilà, moi, pour moi, on ne peut pas être militaire, c'est-à-dire patriote, et avoir le drapeau tricolore sur l'épaule, et puis aller se battre en Libye ou en Syrie, comme l'armée française l'a fait. Là, tu réponds à un quoi, à un pourquoi. Effectivement, l'armée française, c'est une vocation défensive, elle n'a rien à foutre en Syrie et en Libye. Tiens, ça aussi, c'est une honte. Mais voilà. Pour en revenir sur la Yougoslavie, moi la première fois que j'ai eu honte d'être français, mais je m'en rappelle comme si c'était hier, quoi. Je me suis dit, oh putain, si j'ai à l'étranger et tout, il va falloir, tiens, ça va être chaud, quoi. Mais c'était le 24 mars 99, le jour où j'ai vu sur les manchettes de journaux en descendant de chez moi dans les vitrines et tout, l'OTAN a frappé. Mais l'OTAN a frappé sous-entendu avec l'armée française, puisqu'à l'époque la décision de Chirac était en jeu, est-ce qu'il faut frapper ou pas le Kosovo avec l'OTAN? Voilà, je dis, putain, là, la France, là, on perd un peu d'honneur, tu vois, mais un peu beaucoup, quoi. Je vais faire un tour en Yougoslavie peu après, en 2005, et où j'ai appris que plein de pilotes de chasse français avaient fait exprès de larguer leurs bombes et leurs missiles dans des lacs et des rivières. Les mecs ont désobéi aux ordres, parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi la France frappait la Serbie. Ça n'avait aucun sens. Et puis un mec qui désobéit en opération, je veux dire, il risque cher, hein. Ils l'ont fait. Donc l'honneur de la France, notre honneur collectif et à venir, je veux dire, c'est à chacun de se l'approprier. Un pilote de chasse qui désobéit à un ordre en opération extérieure, le mec... Michel nous parlait hier des gendarmes qui avaient divulgué le coup des survols de drones des centrales nucléaires françaises, et puis qui a écrit à Jean-Pierre Petit, qui l'a transmis à Jean-Claude Bourré pour qu'il le fasse en public et tout. Le gendarme qui était à l'origine de la fuite, il a pris cher. Hein. Mais il s'est sacrifié, mais parce qu'il a sauvé l'honneur. Donc ça, encore une fois, le comment il est là, tu vois. Le comment on fait, il passe par là aussi, tu vois. Ça, c'est clair. Mais c'est un engagement, c'est un choix, et puis une prise de risque. C'est tout. Par rapport à cette question-là, justement, tu parlais de colère tout à l'heure, Alexandre, que la colère monte en même temps, mais ce n'est pas la colère des mêmes. Non. Parce que la colère qu'on peut avoir, ça peut être une saine colère. Bien sûr. Mais la colère des populistes, en ce moment, dont parlait notre ami, la si bonne cuisine, elle est importante. Les gens qui votent Trump ou les gens qui votent populiste, c'est peut-être des êtres qui ne sont pas à ce niveau de conscience et qui sont en colère contre les êtres qui ont de la conscience et qui les ont trompés. Et qui les ignorent. Donc ils sont en colère contre les élites. Et qui les prennent de haut.
Qui les prennent de haut, Et qui les c'est prennent de surtout haut. ça. Moi, je me rappelle, au début du phénomène Gilets jaunes, excuse-moi franchement, vas-y, termine. Non, mais je veux dire qu'on a une responsabilité. Mais oui, et puis il faut arrêter de se prendre pour des cons les uns les autres, si tu veux. Enfin, c'est quoi un populiste? D'où c'est mal? Qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur de merde? Ce sont des gens qui sont à découvert le 15 du mois, t'es populiste. Donc on va arrêter cette espèce de mépris aussi, cette espèce d'orgueil spirituel, entre guillemets, qui porte un certain genre Alain Duc, sur sa page Facebook, à prendre les gilets jaunes de haut en leur disant vous avez rien compris, bande de cons, le problème il est pas là, faites-vous des bisous. Genre mais non connard, moi j'ai rien à bouffer là, t'as pas compris là. D'accord? Donc cette espèce d'arrogance new age de bobos qui grâce à leur talent de guérisseurs et leur esbrouf vivent bien, donnent des leçons à des gens qui eux rampent et mangent de la merde tous les jours. Mais faut arrêter ça. Là, en termes de comment, si tu veux, comment on fait pour s'en sortir, eh ben, on commence par arrêter ces horreurs-là, de se foutre de la gueule des gens parce qu'ils se battent et qu'ils sont en colère, mais parce qu'ils souffrent. La pyramide des besoins de Maslow, on a affaire à des gens dont les besoins élémentaires vitaux ne sont pas satisfaits. Et qui ont déjà beaucoup de mérite, je trouve, à ne pas avoir pété les plombs bien davantage que ça, défoncer des vitrines, d'accord, et égorger un connard d'encravaté qui quitte sa banque. Ça va, quoi. Le respect et la dignité, ça commence par là, quoi. Cette colère, oui, elle est saine et légitime, mais populisme, je récuse ce terme, qui est péjoratif et indu. Voilà. Il y a une question ici. Allô? Oui. Je rejoins tout à fait Moi, je pense que la chance du retour du dialogue, justement par rapport au phénomène gilet jaune, mais pas que ça, ils ont dans tous les coins, il y a des gens qui se regroupent pour discuter, etc. Ça existe. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vachement intéressant. Et je veux dire, il n'y a aucune raison de faire de la discrimination pour tous les dialogues qui puissent exister. Il vaut mieux causer ensemble, quoi. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Au début du phénomène, des gens qui ont dit, je répète parce que je le connais, au lac de Normandie, qui a dit oui, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de musulmans parmi les gilets jaunes. Mais dans la foulée, on a vu des images des gens qui se filmaient. Si, on est là, vas-y. On a appris par la suite que c'était effectivement les réseaux salafistes et séoudiens qui avaient insisté auprès des franco-musulmans en banlieue pour leur dire de ne pas rejoindre les gilets jaunes. D'accord? Et pourtant, il y en a plein qui y sont allés spontanément. Donc, toutes les tentatives qui ont été faites pour cliver les gens, puis dire ah, mais non, mais oui, mais eux, c'est des cons, c'est ça. Mais arrêtez, quoi. On se rassemble. Les gens se sont Moi, une des images qui m'a frappé au début du phénomène, c'était un Gus sur son rond-point qui a dit bah ouais, là, il y avait une centrale d'achat du supermarché, on allait voir les camionneurs, ils étaient d'accord avec nous, on a tout récupéré, puis c'est parti au resto du cœur le lendemain matin. C'est bon, c'est terminé là. Mais ça, on l'a vu que sur Internet, que sur Facebook. Le mec, il est content, hein. Puis après, ils font des feux, ils chantent. Vous voyez? Comme nous. C'est tout. C'est le comment, il est là. Une autre question, là? Jean-Philippe. Oui, juste pour te remercier, Alexandre, pour ce que tu as relevé là sur le populisme, parce que moi aussi c'est quelque chose qui m'hérisse. Une certaine catégorie de gens qui qualifient des gens qui souffrent, parce qu'eux souffrent moins de la misère des gens, et c'est vrai que c'est un mot qui a été certainement utilisé par les médias pour encore nous diviser davantage. Ouais. Et merci d'avoir relevé ça, parce que moi aussi ça me fait mal quand j'entends ça, parce qu'on est tous des populistes, il faut arrêter de se masquer le fait. Quand on n'a plus rien à manger ou qu'on souffre, on devient agressif. Et je trouve comme c'est la pyramide de Maslow qui est tout en bas. Ça, je les trouve bien patients, et même au-delà de la patience, bien faisants par rapport à ce qui leur arrive et ce qu'ils souffrent tous les jours. Et j'attendais, moi, un peu plus de violence, je m'excuse de le dire, mais malheureusement, je pense que ça changera quand les gens vraiment vont se mettre en colère, parce qu'on est plus nombreux que les gens qui nous manipulent. Excusez-moi d'avoir dit ça. Je suis d'accord. Si je peux prendre la parole, merci. Je voudrais vous remercier déjà beaucoup, parce que vous avez dit que tout est là, et que c'était à nous de nous adapter. Et là, franchement, ça résonne tellement en moi que ça va être difficile de pouvoir dire la suite. Mais j'ai une autre sorte de personne que j'ai rencontrée depuis ces dernières années dans mon parcours, mon propre parcours, qui est effectivement, celui-là date de 20 ans, si ce n'est pas depuis que je suis née, qui est d'abord accepter en soi que ça puisse passer autrement que par la guerre, la colère, ou toute autre chose. Je pense qu'il
il y a des personnes qui en parlent mieux que moi, que je ne vais pas citer les noms là maintenant, je ne vais pas me souvenir de tous, mais que ce soit Jacques Fresco avec le projet Vénus, ou que ce soit un auteur du livre « Et si je n'étais jamais allée à l'école, histoire d'une enfance heureuse », pardon, j'ai oublié temporairement son nom. Merci, André Stern. Il y a en chacun de nous quelque chose qui est inné, qui est la capacité de s'émerveiller, d'observer, d'explorer. C'est les capacités de l'enfant qu'on a quasiment tous perdues. Et moi, je pense que le chemin, il peut être par là, comme disait Alexandre plusieurs fois pendant ce festival fantastique. C'est travail de femme et jeu d'enfant. Je crois que c'est guérir d'abord le chemin vers son âme, lui donner le droit d'exister, de prendre la parole et de s'exprimer à sa façon, avec ses outils. Je crois qu'on a tous un guérisseur en nous. Et c'est le chemin que j'ai accompli jusqu'ici. Et aujourd'hui, vous m'offrez l'espoir en plus pour les enfants que j'ai mis au monde. Parce que pendant 20 ans, j'ai culpabilisé d'avoir mis des enfants au monde. Parce que je me disais, à quoi je les ai livrés? Et ça, c'était une douleur atroce. Je crois que c'est la pire pour une mère que de culpabiliser d'avoir mis 3 enfants au monde. Et aujourd'hui, je peux leur dire, réjouissez-vous, tout est là. Je ne vous ai pas menti. Et je porte dans mon cœur aussi des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui m'ont montré comment construire, comment s'unir, comment partager, comment évoluer ensemble, comment grandir et s'unir à quelque chose qui nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais c'est magnifique. Bravo.